Eh bien, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de nouvelles vidéos, mais celle-ci va répondre à la précédente. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous l'avez pas vu, je vous encourage à aller la voir. J'ai sorti précédemment une vidéo sur les dépenses énergétiques de l'utilisation de l'IA. Donc une vidéo qui est quand même assez intéressante et qui se base sur le rapport du Shift Project, qui est une association qui est spécialisée sur la décarbonation. Alors, dans cette vidéo, on se posait la question de savoir si il ne serait pas plus intelligent d'utiliser des intelligences qui ne sont frugales, c'est-à-dire qui dépensent peu d'énergie. Et c'est là que je me suis dit, eh bien pourquoi pas faire un serveur d'intelligence artificielle avec lequel on pourrait communiquer et qui tiendrait sur un fameux Raspberry Pi. Donc que vous avez déjà vu sur ma chaîne. L'avantage ici, c'est que la consommation électrique d'un Raspberry Pi, c'est 30 watts. Donc si on arrive à faire fonctionner notre intelligence pour les usages domestiques sur ce genre de petit appareil, eh bien là, on va énormément diminuer la consommation à l'utilisation donc de l'IA. Donc c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. D'abord une petite démonstration pour que vous voyez le résultat. Alors on ne s'attend pas à faire tourner des énormes modèles, on va faire tourner des petits modèles. Mais si pour vos usages cela suffit, ça peut être tout à fait intéressant. Et puis dans une deuxième partie, je vais vous montrer comment on l'installe sur un Raspberry Pi, parce que c'est pas facile, vous allez voir, j'ai eu pas mal de galères. Et quelques petits tips aussi sur l'utilisation donc de ce que je vais vous montrer. Alors nous voici pour la démonstration. Donc dans mon Explorer, je vais joindre mon serveur Raspberry. Donc ici, il suffit simplement de taper l'adresse IP du Raspberry avec le port qui est ouvert et normalement on va tomber sur l'interface, vous voyez, sur notre serveur d'intelligence artificielle. Donc là j'ai chargé un modèle, il s'agit du modèle Qwen 3, donc c'est un modèle quand même qui est assez récent et qui est un modèle qui est pensant. Donc on va voir s'il peut nous fournir une réponse satisfaisante à un prompt que j'ai préparé. Hop là, donc je copie-colle mon prompt. Et on va voir la réponse en temps réel. Donc vous voyez que ça va assez vite. Déjà le modèle est déjà en train de penser, parce que c'est un modèle qui est pensant, donc il va reformuler un petit peu ma demande. Il va la contextualiser de manière à fournir une réponse plus pertinente et plus complète. Donc vous voyez à peu près la vitesse que j'atteins. On est dans les à peu près 5 tokens par seconde. Alors c'est pas énorme, mais c'est quand même tout à fait correct. Alors c'est un tout petit modèle qui fait 600 millions de paramètres, je crois, mais qui est assez récent. Donc vous allez voir un peu le... Alors il pense en anglais. Bon, pourquoi pas. Peut-être que si le prompt est en anglais, il parvient à de meilleurs résultats. Mais là, vous allez voir, je pense qu'on va avoir un résultat assez correct. Alors, je n'accélère pas la vidéo, c'est en temps réel, donc ça prend un tout petit peu de temps, mais c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. Donc la question, c'était évidemment d'expliquer à quoi servent les mathématiques dans la vie de tous les jours. Donc là, il nous répond « Mathématiques sont essentielles dans la vie quotidienne car elles permettent de comprendre et de résoudre des problèmes complexes, de prendre des décisions éclairées et de mieux gérer nos environnements. » Voici quelques exemples concrets. Donc dans la technologie, dans les sciences apparemment, bon, je ne vais pas tout lire. Alors il se peut qu'il y ait des fois quelques erreurs, mais... S'il y a des erreurs, on peut faire régénérer le prompt ou lui demander de corriger ces erreurs. Vous connaissez l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est pas le sujet de cette vidéo, c'est pas sur le prompt ou sur comment on améliore les réponses, mais en tous les cas, vous voyez que c'est parfaitement utilisable. Alors, j'ai plusieurs modèles à disposition, je vais les tester. J'en ai qui sont spécialisés dans le code, d'autres sur certains sujets, par exemple, ça peut être intéressant. Vous allez pouvoir utiliser énormément de modèles, pouvoir essayer énormément de modèles grâce à la méthode que je vais vous donner. Et donc, je vais utiliser évidemment quelque chose qui a été fait par LlamaCpp, et on va se rendre sur le GitHub juste après pour que je vous montre leur projet et comment j'ai réussi à l'utiliser.
bon bah voilà, vous voyez la réponse, elle est quand même plutôt sympa, elle est assez complète. Il nous fait un petit résumé à la fin. Je trouve que c'est plutôt correct. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne idée. Nous voilà sur la GitHub du projet que j'ai réalisé sur mon Raspberry Pi. Alors c'est pas moi qui ai réalisé ce projet, mais par contre je l'ai installé sur mon Raspberry Pi. Donc c'est en open source et il s'agit de Llama CPP. Donc en fait vous avez plusieurs façons d'installer cette application. J'ai pas choisi la plus simple parce que j'ai choisi une compilation sur le Raspberry, ce qui n'est pas la méthode la plus facile, mais qui est la plus complète au niveau de l'installation. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait ça et vous allez voir que ça n'a pas été facile à réaliser. Alors déjà, pour commencer, quand on a un Raspberry qui est tout neuf, donc qu'est-ce que j'ai choisi, hein? J'ai choisi Raspbian OS 64 bits, mais sans interface graphique, donc en CLI. Et j'ai évidemment commencé par les deux fameuses commandes qui permettent de mettre à jour votre Raspberry avec un sudo apt update, que je vais essayer de passer assez rapidement. Puis, alors pas un deuxième update, mais par contre un upgrade pour avoir les mises à jour. Vous mettez yes et elles vont s'installer très rapidement sur votre Raspberry. Alors là, ça a été accéléré, hein. C'est pas cette vitesse-là, hein. Alors vous inquiétez pas, toutes les commandes, elles seront écrites dans les commentaires de la vidéo. Donc je commence par installer quelques paquets qui vont m'être utiles pour pouvoir compiler donc mon projet. Donc je vous rappelle, elles seront dans les commentaires, vous inquiétez pas. Ensuite, on va récupérer un clone du projet GitHub, c'est-à-dire qu'on va faire une copie sur le disque dur, enfin l'équivalent du disque dur du Raspberry. Vous voyez que si je fais une liste, eh bien, on a bien un répertoire Llama CPP qui est la copie du GitHub le plus récent, en fait, tout simplement. Voilà, il est là. Donc c'est maintenant que ça se complique un petit peu, puisque à partir de là, on va essayer donc de construire le projet. Et vous voyez déjà, il y a une première erreur. C'est pas grave, on continue, on essaye quelque chose de plus simple, en espérant que ça fonctionne. Boum, ça fonctionne encore pas. Donc vous voyez que l'intérêt de cette vidéo aussi, c'est de vous faire gagner du temps, parce que vous voyez qu'on essaye quand même plein de solutions et à chaque fois c'est la grosse galère. Donc ici j'installe des librairies supplémentaires qui me permettent d'avoir curl qui est apparemment nécessaire pour la compilation, et puis on réessaye. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là j'essaie de faire deux jobs en même temps pour gagner un petit peu de temps. Alors ça va aller un petit peu plus loin je crois cette tentative là, mais malheureusement vous voyez il y a déjà un warning, et ça fonctionne pas. Enfin, je réessaye encore, ça fonctionne toujours pas. Ça fonctionne encore pas, donc je commence à perdre un petit peu patience. Et puis je trouve enfin la commande qui va me permettre de compiler correctement. Donc je vous la mettrai, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les commandes que j'ai utilisées. Mais c'est de cette manière-là que j'ai réussi à obtenir donc cette version Llama CPP sur mon Raspberry. Maintenant qu'on a réussi à installer notre Llama CPP sur notre Raspberry Pi, et vous avez vu la galère pour l'installation, mais enfin l'installation est quand même bien faite, elle est bien complète. Maintenant je vais vous donner quelques petits tips sur comment ça s'utilise, parce que c'est pas évident quand on lit la documentation du premier coup de s'en sortir. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai retenu et quelques petites choses qu'il va falloir savoir faire. Notamment par exemple, on va commencer par augmenter le fichier swap de notre Raspberry Pi. Alors qu'est-ce que c'est que le swap? C'est une plage mémoire qui est prise sur le disque dur et qui permet d'étendre un petit peu la RAM, parce que dans le Raspberry que j'ai utilisé moi, qui est un Pi 4, il n'y a que 2 Go de RAM. Donc vous voyez là ça tourne sur 2 Go de RAM. Mais on va augmenter le swap de manière à ce qu'on arrive à peu près à 4 Go de RAM. Je vous montre ça tout de suite, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Alors pour ce faire, ici vous avez une commande qui est très simple, on va éditer un fichier, et dans ce fichier on va modifier une valeur. Donc ici on y va, et vous voyez que dans ce fichier, ici vous avez conf swipe, et bien vous allez modifier votre valeur,
et la valeur, vous allez la mettre à 2048 comme moi. Au départ, elle doit être sur 100, ce qui est vraiment pas beaucoup, et 2048, ça donne 2 Go en plus. Avec mon Raspberry qui a déjà 2 Go de RAM, eh bien ça permet d'étendre à environ 4 Go de RAM, ce qui est quand même un peu plus confortable. Voilà, vous devez quitter ce fichier en faisant CTRL X et Yes pour enregistrer donc les modifications que vous avez fait. Ensuite, vous allez devoir soit redémarrer votre Raspberry Pi ou redémarrer la configuration du fichier swap, mais ça c'est un peu plus compliqué, donc je vous laisse juste redémarrer votre Raspberry. Ce sera ce qui est de plus simple pour voir si vraiment ça a été enregistré ou pas, cette modification. Peut-être on peut vérifier avec une commande. Tiens, allez, on va faire un petit truc en plus que j'avais pas prévu. Voilà, donc ici on va mettre cette commande là, et là on va pouvoir voir la taille de notre fichier d'échange. Vous voyez qu'il écrit donc 2 Go. Donc là, rien n'est utilisé pour l'instant, mais quand on va utiliser notre serveur, une certaine partie va être utilisée. D'ailleurs, c'est indiqué dans les descriptions lorsque le serveur se lance. Alors, allons-y pour lancer notre serveur et je vous explique un petit peu la commande que j'utilise. Alors, pour commencer, ici, je joins le fichier lama serveur à partir de deux répertoires dans lesquels est placé ce fichier. Donc vous avez le répertoire build, le répertoire bin et le fichier donc lama serveur qui va être ce qui va pouvoir déclencher notre serveur. Ensuite, vous voyez ici qu'on a un paramètre HF. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est simplement Hugging Face. Donc, il va aller télécharger automatiquement un modèle à partir des repros qu'il trouve sur Hugging Face. Alors, comment vous allez savoir quoi lui donner? Je peux vous montrer tout de suite que si vous utilisez, on va partir de la page GitHub de Lama, et sur la page GitHub de Lama, vous avez à un certain endroit, ici, un lien qui vous permet d'accéder directement à des modèles qui sont prévus pour Lama. Donc ici, vous allez pouvoir choisir un modèle que vous voulez essayer. Alors faites attention que sa taille soit compatible avec vos capacités. Donc là, il faudrait faire une recherche approfondie. Mais je vais vous montrer simplement que si vous cliquez sur le repro, vous avez le chemin d'accès que vous pouvez copier-coller ici à partir d'ici. Et ensuite, le nom du fichier, vous le trouvez ici dans File et Version, où vous pouvez ici aussi copier-coller le nom du fichier. C'est comme ça que vous allez réussir cette fameuse commande que je vous ai montrée précédemment. Donc cette commande, ici j'ai mis donc le chemin du repro et ensuite le nom du fichier avec hffile. Et là, vous avez le nom du fichier. Ensuite, super petit tips, parce que ça, j'ai galéré aussi un petit peu. Il faut changer l'adresse d'écoute du Raspberry de manière à ce qu'il écoute aussi les requêtes qui viennent de l'extérieur. Donc là, si vous mettez 0000, vous allez pouvoir le joindre depuis un autre ordinateur. Et enfin, j'ai choisi le port 8080 qui était un port libre. On va taper tout de suite Entrée. Et on va laisser le serveur se charger. Alors chez moi ça va aller très très vite parce que le modèle a déjà été téléchargé d'internet, donc ça va très très vite. Et là vous voyez qu'il dit que le serveur est en train d'écouter. Donc à partir de là on va pouvoir le joindre. Donc je vais remettre mon Explorer et on va voir si on peut joindre notre serveur. Alors ici j'ouvre un nouvel onglet. Je tape l'adresse de mon Raspberry Pi, 2.8080 pour indiquer le port. On y va. Et voilà, mesdames et messieurs, ça là fonctionne parfaitement. Il est prêt à être utilisé, au moins dans un simple chat. Alors si vous avez des modèles instruct, celui-ci je crois que c'est un modèle qui doit être un modèle instruct, c'est-à-dire qu'on peut lui faire un petit peu plus de choses qu'une IA de base. On peut lui joindre des fichiers déjà, donc il va pouvoir analyser vos fichiers, faire ce genre de tâches. Eh bien, voici que la vidéo se termine, mesdames et messieurs. Donc, vous voyez que c'est tout à fait possible de faire fonctionner une intelligence artificielle sur un petit Raspberry Pi qui permet l'utilisation frugale de l'IA
qui permet de dépenser beaucoup moins d'énergie que si vous utilisiez un gros chatbot tel que les fameux GPT et autres, qui eux vont accéder à des serveurs et faire tourner des gros modèles qui vont être très énergivores. Ici on pourrait s'en sortir avec des petits modèles sur un simple Raspberry Pi. 30 watts, c'est vraiment rien du tout comparé à ce que vous utilisez à l'heure actuelle. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas dans les commentaires. Ensuite, ça soutient toujours la chaîne si vous pouvez liker et éventuellement vous abonner à cette chaîne. Je continuerai peut-être quelques vidéos vous montrant quelques spécialisations de l'IA qu'on peut réaliser sur une IA aussi frugale. Et j'espère vous voir bientôt. Et puis il est temps pour moi de maintenant vous dire à plus tard. Ciao.